Depuis 1995, le service des archives de la Nouvelle-Calédonie conserve et communique ce que nous appelons les archives Lénart. Alors, ce sont des archives missionnaires, mais elles ne concernent pas que Maurice Lénart, mais aussi Raymond et Roselaine, et aussi un collectif de lettrés et d'informateurs kanaks, qui sont trop nombreux pour que je les mentionne tous. Donc, ce qu'on appelle l'archive Lénart, c'est plusieurs fonds. Le premier, c'est aux archives de la Nouvelle-Calédonie, c'est le 12J, c'est le fonds Maurice et Raymond Lénart. Il y a 131 boîtes. Le second, c'est le fonds Roselaine Doucet-Lénart. 4 boîtes de ce fonds concernent Maurice. Et il y en a un autre, c'est le 1J12. Ce sont des papiers de Maurice Lénart sur la révolte de 17. Il y a d'autres fonds qui participent à cet ensemble parce qu'ils contiennent des écrits ou ou collectés ou suscités par Maurice Lénart. Dans le 109W, vous avez un dossier sur la mission de Maurice Lénart aux ex-Nouvelles-Hébrides, dans lequel il y a une lettre très significative de la pensée de Maurice Lénart sur la colonisation. Il y a aussi le 1J28 qu'on appelle le fonds Guillard, avec le très original et unique recensement de la population de Wailou effectué par Maurice Lénart et Bouessou en 1918. Il y a l'original et une copie, très souvent consulté au service des archives. Les gens de Wailou, c'est à peu près la seule commune avec Oubach, Puebo, Balad, qui peuvent avoir un document écrit avec tous les noms de famille à l'instant T. Celui d'Oubach, il part de 1860, il vient jusqu'à 1940. C'est unique. Et aux Archives nationales d'outre-mer, il y a 2 fonds qui ont été donnés par Geneviève. Donc Geneviève est donc la femme de Raymond, la belle-fille de Maurice. C'est le 54 APOM et le 38 APC, dans lequel il y a ce qu'on appelle les archives Lénart. Ce que je vais dire concerne l'ensemble de ces fonds indistinctement. Alors, mais ce n'est pas exhaustif, parce que naturellement, il y a des archives Lénart à la direction des missions, ou d'autres documents qui ont été empruntés par des chercheurs et que les gens n'ont pas ramenés, ce qu'on trouvera un jour. Et puis ce qu'il a pu écrire à ses éditeurs aussi. En faisant ce travail, j'ai réalisé qu'on n'avait aucun manuscrit des livres de Lénart, par exemple. Sans doute que c'est les éditeurs qui les ont. J'imagine. Donc les archives de Maurice Lénart dont nous parlons n'ont pas été arrangées après utilisation par leur créateur, ni classées pour la postérité, ni triées pour retenir ceci ou cela. Ce sont les papiers collectés tels qu'ils étaient disposés par leurs différents utilisateurs, ça et là, rue Claude Bernard ou rue Monsieur le Prince. Claude Bernard, c'est chez Maurice et Raymond, Monsieur le Prince, c'est chez Roselaine. Nous les avons répertoriés en reprenant les intitulés des thèmes, sous-thèmes ou noms d'auteurs qui figuraient sur les chemises, boîtes, cartons ou liasses. Tout juste les avons-nous organisés en grandes rubriques classiques ou propres à l'histoire de notre pays. C'est-à-dire que nous avons répertorié les dossiers et sous-dossiers sous un intitulé qui en rend compte ou les catégorise dans un petit tout, ce qui leur donne un sens ajouté classique ou spécifique. Par exemple, la révolte de 17. Bon, je vois des correspondances sur la révolte de 17, ben, je ne mets pas dans correspondance. Je mets dans révolte de 17. Voilà, c'est ça les entorses qui ont été faites au répertoire. Et en linguistique aussi. Quand il y a des documents qui étaient spécialisés linguistiques, je ne les ai pas mis sur une caractérisation générale classique pour un archiviste. Ou le recensement de la population kanak, par exemple. L'histoire de l'Église aussi. Donc, tout ce qui a été histoire de l'Église, on a mis dans l'histoire de l'Église. Autrement dit, le classement des archives Lénart épouse le travail de Maurice Lénart, mais également le travail de ceux qui les ont manipulés, transcrits, traduits, dactylographiés, réutilisés pour des projets professionnels différents, et ce pendant presque 80 ans, entre 1920 et 2000. Ce sont les papiers de Maurice, tels que lui, son fils Raymond, ou sa fille Roselaine, sa femme Jeanne, ou sa sœur Stella les ont produits, reproduits aussi parfois, utilisés
ou simplement rangé. Parce que, à un moment donné, Raymond, Jeanne et Stella, comme les manuscrits de Maurice étaient écrits, que c'est pas tout le monde qui peut lire son écriture, ils se sont mis à dactylographier. Donc il fallait que des contemporains soient là pour non seulement déchiffrer, mais surtout reconnaître les noms. C'est ce que je me suis dit quand je vois qu'ils disent « Ah ben on a traduit, puis Stella était là ». Mais s'il y avait besoin de Stella, qui est la fille de Maurice, alors qu'on est dans les années 20, 30, 40 et même 50, c'est parce qu'il fallait quelqu'un pour se dire « Ah ben c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel ». Voilà. Et donc, je vous dis que rien n'a été touché. En fait, les archives Lénart, tout est touché, retouché, rebattu. Mais c'est comme ça a été touché, rebattu, classé pour être plus accessible pour nous. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Enfin, d'autres chercheurs ont pu avoir accès à ces documents et modifier leur classement initial avant restitution. Ça, mais on ne peut pas l'établir. Que documentent les archives de Maurice Lénart? Je parle des papiers de Maurice, hein, mais je vous ai déjà dit que la vie et l'œuvre intellectuelle de Raymond et Roselaine sont abondamment documentées dans les fonds. Et comme d'autres sujets d'ailleurs, qui témoignent de l'activité de Maurice. Par exemple, il y a une portion des archives publiques dites du gouverneur Feuillet, qui ont été classées par Bernard Vienne. Il y a aussi le journal de Madame Crosnier de Varigny entre 1856 et 1857, qui rapporte notamment des faits et gestes à la cour du roi de Hawaï, Kamehameha V. Je le dis, peut-être quelqu'un un jour s'intéressera à ce journal, je suis désespéré, j'ai envoyé une copie à un collègue à Hawaï, Chapelle, qui a donné à un spécialiste de la royauté là-bas, mais on n'a toujours pas de retour. Il y a bien quelqu'un un jour qui va... À Hawaï, ils ne le connaissent pas. Nous avons ça. Parce que c'était la grand-mère maternelle de Jeanne. Il y a aussi un fonds Charles Crosnier de Varigny avec tous ses articles et tout, très intéressant. Le premier Européen à décrire le surf. C'est donc Crosnier de Varigny. Bon, alors, admettons maintenant qu'une biographie historique de Maurice Lénart en Calédonie soit mise en chantier. C'est nécessaire. Le chercheur aura à sa disposition sa correspondance privée et professionnelle, ses carnets de route personnels et ses carnets de tournée pastorale, ses agendas, son journal, autographe et transcrit et dactylographié par Jeanne, Stella, puis par Raymond, ou ensemble, et des notes éparses à n'en plus finir. Tous ces éléments sont si copieux, nous parlons de plusieurs centaines de pages manuscrites et ou dactylographiées, que notre biographe pourra reconstituer jusqu'au mois le mois l'activité et même les réflexions au fil de l'eau de Maurice Lénart durant ses séjours calédoniens, 5 au total entre 1902 et 1946. Admettons que cette biographie souhaite mettre l'accent sur telle ou telle dimension de la vie et l'œuvre de Maurice. Notre chercheur pourra se documenter naturellement sur Maurice comme enseignant et chercheur, grâce aux conférences, notes de travail, de cours, dossiers de préparation de cours, sans oublier les 3 cartons d'une de ses élèves, Madame Nathalie Alexeyev, dont nous avons les notes, les cahiers, les synthèses des cours de Maurice Lénart entre 1940 et 1944. Maurice Lénart n'écrivait pas ses cours, il parlait, et des notes étaient prises, notamment par Jeanne. Et donc il y a une de ses élèves qui, pendant 4 ans, note tout. C'est considérable. Donc il y a toutes les leçons de Lénart. L'activité pastorale de Maurice Lénart est celle qui est la plus documentée, et même en amont, puisque Maurice s'est occupé de collecter des informations sur l'arrivée du protestantisme en Calédonie, notamment vues par des Kanaks lettrés dont il conserve les écrits, en langue des îles Loyauté d'ailleurs. Toute l'activité pastorale de la mission protestante pendant les 2 premiers séjours de Maurice Lénart, 1902-1920, en Nouvelle-Calédonie, est documentée en détail par des textes officiels, professionnels et privés, à savoir un journal quotidien détaillé et des lettres familiales qui le sont tout autant. Lénart, quand on voit ça, on se demande... devait passer des heures à écrire, des heures. Vous devez constamment écrire. Peut-être sur les bateaux, ou quand le cheval est fatigué, il descend, il écrit.
voilà, le temps est rythmé différemment. Le travail de Maurice Lénart comme linguiste et collecteur d'informations grammaticales et lexicologiques sur les langues de Nouvelle-Calédonie et des ex-Nouvelles-Hébrides est documenté en détail par des notes accompagnant des traductions, des vocabulaires, des grammaires, des questionnaires linguistiques informés et des notes de cours. Alors, il y a des auxiliaires, des adjoints, des informateurs qui font ce travail aussi pour lui. Je vous donne un extrait de la lettre de Nebai. Par exemple, c'est Elisha Nebai qui écrit à Lénart en 1939, quand il revient pour sa mission linguistique. Alors, il lui dit j'ai laissé 4 cahiers à pasteur Lenbach, à Nessou. À Nessou, c'est la langue de Kanala, en fait. Là, c'est la liste des langues qu'il a fait, qu'il a rempli. À Nessou, Dimbéa, Aragouré et Jamash Puebo. En Aragouré, il y a des mots comme dans la langue de Kanala. Le Puebo, je l'ai noté à la conception auprès du vieux Simo. J'hésite à savoir si c'est la langue que nous avons notée à Kulna, Jewe et Webia. J'ai pensé inutile d'aller à Puebo. À ton retour, tu verras ces 2 cahiers s'ils ne se ressemblent pas. S'ils se ressemblent, écris-moi à Bombay pour que j'aille noter le vrai Puebo. Voilà. Il y a des lettres et des lettres comme ça de Nebai qui lui raconte, qui lui rend compte. Voilà. Après, il dit je vais demain 5 mai pour Bouraï pour noter le Bouraï. J'irai chez moi attendre ta lettre au retour des loyalties. Et c'est moi, si tu veux, je le ferai encore. Je t'ai écrit à Thio, etc. Voilà. Bon, et ainsi de suite sur toutes les langues. Sur beaucoup de langues. Apparemment, Elisha Nebai parlait vraiment beaucoup de langues. Voilà. Ensuite, à part le travail sur les langues, des projets, des centres d'intérêt ou épisodes particuliers de son activité font l'objet de documentation distincte. Par exemple, la Croix Bleue, l'Institut français d'Océanie, la création et l'administration de la revue Le Monde non chrétien, par exemple les papiers François Langereau. Ce matin, on nous a parlé des premiers pasteurs loyalciens qui ont évangélisé la Grande Terre. Eh bien, nous avons les lettres de ces pasteurs. Alors, elles sont très courtes, elles sont écrites en langue de Marais, et c'est parmi les plus anciens écrits que nous ayons. Ce pas les plus anciens écrits kanak, mais c'est les plus anciens écrits que nous ayons, fin du 18e. C'est très court. Alors, c'est drôle parce que ça commence par Lazaro. Alors, quand je voyais ça, je me dis Lazaro, je ne connais pas de pasteur qui s'appelle Lazaro. Puis voilà, Lazaro, ok, je range les lettres et tout. Puis un jour, c'est Langereau, mais prononcé par un Marais. Le pasteur Langereau, ça veut dire Lazaro. Et donc, il y avait un agent du service des archives, Madame Malo, à qui j'ai donné ces lettres. Et elle a commencé à les lire, mais c'est une langue soutenue. Hein, donc c'est pas, mais quand même, voilà. Donc nous avons ces lettres où les pasteurs rendent compte à Langereau de ce qu'ils font. Donc, voilà pour vous donner une idée. Mais il y a dans les papiers Lénart, ceux de Maurice comme ceux de Raymond, des archives que je qualifie de façon un peu générale de kanak. C'est banal dans un fonds missionnaire de trouver des écrits autochtones qui sont d'emblée ou deviennent des matériaux ethnographiques, entre guillemets. Ainsi que les qualifie l'anthropologue Michel Nepels dans son article paru en 2008 sur le fonds Lénart. Ils sont produits, par exemple, par les fidèles, les auxiliaires, les pasteurs, les élèves pasteurs, les catéchistes. Toutefois, gardons à l'esprit que ces matériaux sont produits pour les nécessités de l'œuvre missionnaire, dans toutes ses facettes, et qu'à ce titre, ils doivent être contextualisés. C'est ce que explique l'anthropologue Michel Nepels. Sauf que dans ces papiers, il y a autre chose. Et c'est pourquoi cette portion des archives Lénart vérifie, c'est une opinion, cette double qualification, archives Lénart, archives kanak. En effet, une fois repérées les productions autochtones, disons classiques, dans un fonds missionnaire, on y découvre des productions d'une autre nature, des productions d'auteurs proprement dit. Ce sous-ensemble est proprement extraordinaire.
C'est bon, c'est particulièrement vrai pour les écrits kanaks, comment dire, liés directement à Maurice. Je propose donc de constater, chose remarquable, que nous avons dans ce fonds des créations littéraires et scientifiques produites par N auteurs, une dizaine, certes déclenchées par l'impulsion initiale d'un missionnaire, mais qui semblent avoir été saisies par ces lettrés pour créer une œuvre propre. C'est ainsi que Michel Nepels, dans Moivet, estime, déduit, que quelqu'un comme Bouessou, à un moment donné, comprend que le missionnaire, là, il lui demande de décrire la société kanak ancienne, qui n'existe déjà plus. Alors, je veux vous raconter une anecdote. En 1995, je suis allé à Montmorency chez Madame Renée Dardel, qui est la fille de... J'avais correspondu avec elle, quand j'étais à Doneva, professeur, elle m'avait envoyé un plan de Doneva. Tout. Je suis allé la voir parce que c'était la seule personne vivante de la famille Lénard qui a connu Doneva adulte. Donc je me disais, voilà, je me souviens, je suis arrivé, il y avait une dame âgée dans le jardin, puis je lui ai dit, je voudrais voir Madame Dardel, elle devait avoir 95 ans en ce moment. Mais elle a dit, c'est moi. Elle avait l'air d'avoir 60 ans. Donc je suis resté l'après-midi avec elle, et puis avant de partir, je lui ai dit, mais alors, dites-moi quelque chose, racontez-moi quelque chose sur votre père, qu'est-ce qu'il me reste à me dire, quoi, hein, après qu'on a parlé. Il me dit, ben, je me souviens de mon père, assis à sa table de bureau, Bouessou couché par terre sur la véranda avec un cahier et un stylo, et puis Maurice Lénard qui lui dit, je t'ordonne d'écrire. Donc j'ai trouvé que cette histoire, elle était intéressante. Tout ça pour l'impulsion. Bien. Donc, qui semble avoir été saisi par ces lettrés pour créer une œuvre propre. Ils sont donc plus auteurs que sources. Ils sont historiens, sociologues, épistoliers, chroniqueurs, généalogistes, ethnologues, traducteurs, plus que simples pourvoyeurs d'informations en gros et en détail, si j'ose dire. Je ne parle pas de tout le monde. Il ne suffit pas d'avoir écrit une lettre à Lénard pour entrer dans cette catégorie, on s'est bien compris. Permettez-moi donc maintenant de vous présenter quelques-uns de ces auteurs et leurs archives. Le premier, c'est Bouessou Eurydice. Alors lui, il est ethnologue, sociologue, traducteur du Nouveau Testament. Il est un des plus estimés collaborateurs de Maurice et sans doute le plus complet, puisque Lénard a dit de son travail « Tout ce qui m'a été permis d'éclaircir dans l'obscurité des questions indigènes, je le dois à Bouessou. » C'est peut-être celui dont on retrouve les œuvres dans les archives Lénard qui a été le plus général dans l'ordre kanak. Son œuvre majeure comprend plus de 10 cahiers autographes. C'est un immense écrivain quand on lit la traduction qui en a été faite par M. Eurythéen, M. Aramu. Et puis c'est dommage, il n'y a même pas, j'allais dire une cabane ou un impasse qui porte son nom. Ça, c'est Bouessou. Ensuite, Elaïcha Nebaï, auteur de notes d'ethnologie sur l'ère Pachi et d'une autobiographie remarquable. Dans plusieurs lettres adressées à Maurice Lénard, Elaïcha relate son travail de linguiste chargé de collecter le vocabulaire de plusieurs langues de la Grande Terre. Il rédige un petit dictionnaire des langues Pachi et Adieu vers le français. Et une autobiographie, ah oui, je l'ai dit. Le troisième pourrait être Achoma Néron, aumônier infirmier du premier contingent des tirailleurs du Pacifique en 1916. Il écrit son autobiographie en 1966 et des dizaines d'articles pour le journal Vireri sur la campagne des tirailleurs kanaks. On peut dire qu'il fut un chroniqueur de cette guerre. Je voudrais mentionner 3 historiens et chroniqueurs de la révolte kanak de 1917. Le Nata Théin Bai Gorowao, dans 50 lettres adressées à Maurice Lénard, avec un long récit de cette révolte. À un moment donné, vous tombez sur un paquet de lettres, vous marquez révolte de 17, et il y en a 50. Pas 5, il n'y en a pas 10, il y en a 50. Seulement 5 ont été utilisés. Plus un récit de cette guerre. D'accord ? Il y a aussi Félix Nempoué, qui rédige un récit historique et poétique de 800 vers, qui a été
Oui, 800 vers. Il y a aussi M. Bonyan Kopiu Goro Poadjelai dans 6 cahiers où la révolte est racontée et son issue contextualisée dans une forme littéraire originale. L'anthropologue Alban Bensa a étudié cette œuvre dans son dernier ouvrage de 17 avec Adrienne Muckle. Alors quand on dit cahiers, c'est des cahiers d'écoliers, écrits serrés, remplis du début à la fin. Alors vous pouvez en avoir 5, 6, 10, comme ça, avec des centaines et des centaines de vers. Sans doute convient-il de regarder les 4 premiers traducteurs du Nouveau Testament en adieu comme de véritables créateurs d'une œuvre importante s'il en est. Il s'agit de Johanné Nigot. Il traduit seul depuis le Faga Uvea en adieu l'évangile de Matthieu qui est imprimé en 1903. Nigot est peut-être le traducteur le plus estimé, un des plus estimés de l'ENA. Ils ont des discussions savantes ensemble. Alors donc Johanné Nigot, Apumae, il est de point d'âge, Moneose Tua de Moneo, et Bouessou, bien sûr. Leurs lettres sont dans les archives l'ENA, mais leur œuvre de traducteur est un ouvrage collectif en somme. Il y a encore dans le fond de l'ENA plusieurs dizaines de cahiers portant des poèmes et récits manuscrits dont les auteurs n'ont pas été identifiés. Enfin, que moi, en faisant le répertoire, je n'ai pas pu identifier, qui ne sont pas identifiés, mais qui peuvent l'être facilement en comparant les écritures, en comprenant le texte, etc. C'est un travail à faire. Plusieurs dizaines de cahiers. Enfin, mais pas en dernier, quel statut donner à tous ceux qui, sollicités par Maurice ou Raymond, en tant qu'enseignants, ont, sachant cela, écrit ou raconté tant et tant de fables, de récits historiques, de discours protocolaires, d'oraisons funèbres, que sais-je encore, de telle sorte qu'il est pour eux aussi, au moins pour les plus prolixes d'entre eux, impropre de les qualifier uniquement ou simplement d'informateurs. Parce qu'alors ils sont nombreux, mais la production littéraire est différente. Il y en a qui ne donnent qu'un compte, mais il y en a plusieurs. Et puis après, il faut voir le contenu, etc. Mais on sent bien que les gens proposent leur connaissance. Ils sont plusieurs dizaines, tous érudits de leur culture et capables d'écrire dans leur langue noble. Je note aussi que plusieurs femmes écrivent à Maurice et Jeanne, dont Laura Nea et Nepe Wagada, épouse d'Apumae. Ils s'écrivent en adieu. Alors Nepe, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a des échanges croisés de lettres entre le couple du pasteur Mahé et de sa femme et le couple Lénard. Alors évidemment, il faut comprendre que Lénard parle le wailou pareil que le français en somme. Ils s'écrivent en wailou, ils ressentent en wailou, etc. Donc c'est très facile pour eux. Et ce qui fait que dans cet échange de lettres, il y a des émotions qui sont transmises, des états d'âme, des opinions sur les choses qui sont vraiment intéressantes. Ce qui fait que là, on est dans un autre registre que le registre informateur. Dans les archives Lénart, il y a les informateurs qu'on retrouve, j'imagine, dans toutes sortes d'archives missionnaires, puisque Nepels le dit. Hein. Et puis il y a ces œuvres qui ont, à mon sens, rien à voir. J'ai confronté cet avis à d'autres spécialistes qui sont d'accord. Il me reste à vous dire que Maurice Lénart a pris beaucoup de photos lors de ses séjours. Mais il a aussi composé, en 1938-39, un album muséographique qui se présente comme un reportage documentaire renseigné de toute sa mission. Lieux, œuvres d'art, scènes sont montrés avec rigueur. L'album est consultable au service, avec le cahier portant les légendes, comme tous les documents, ou presque, dont j'ai parlé. Donc, on peut regretter, c'est une litote, hein, que la majorité des écrits kanaks du Fonds Lénart soient encore inédits et non traduits. Peut-être que si Lénart était là, il nous dirait « je t'ordonne de traduire ».